à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Dans cet épisode, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de partager mes échanges avec Tanguy Le Dantec, un expert en gestion de projet exceptionnel, pour discuter de nombreux aspects de notre domaine qui est le cœur de Projetez-vous. J'ai choisi d'inviter Tanguy car sa carrière impressionnante, passant de l'expert technique à un rôle de chef de projet accompli, en fait une source inestimable de connaissances et d'expérience. Il a travaillé avec des dizaines d'équipes sur des projets de petites et grandes envergures, formant et conseillant des centaines de chefs de projet dans divers secteurs d'activité. Comme moi, pour Tanguy Le Dantec, la gestion de projet est applicable dans tous les domaines et vous verrez dans cet épisode qu'il a formé des secteurs pour lesquels nous ne douterions pas que la gestion de projet était si importante. Nous aborderons la gestion de projet dans son ensemble, mais aussi les sujets tendances. J'ai rencontré Tanguy Le Dantec lors de l'événement du PMI, la rencontre du PMI 2023, où il avait présenté sa fresque de l'environnement pour les chefs de projet et la gestion de projet. Nous en parlerons dans cet épisode. Que vous soyez un professionnel de gestion de projet en herbe, expérimenté, que tout simplement vous gériez des projets, que ce soit au niveau professionnel, personnel, restez à l'écoute et préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la gestion de projet avec Tanguy Le Dantec. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis Mirvet Mtimet, votre hôte, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Tanguy Le Dantec, un expert en gestion de projet qui a une riche expérience dans ce domaine. Auteur de plusieurs livres à destination des chefs de projet, j'ai eu l'honneur de rencontrer Tanguy lors des rencontres du PMI 2023. Il a animé une conférence qui était très intéressante, comme tous les conférenciers du R23. C'était un événement exceptionnel et merci Tanguy d'en avoir fait un événement exceptionnel parmi les rencontres 2023. Tanguy, merci d'être venu aujourd'hui sur le podcast Projetez-vous. Avec plaisir. Alors Tanguy, tu as une expérience en gestion de projet assez remarquable. Peux-tu nous parler de ton parcours et de ton activité aujourd'hui ? Oui, bien entendu. Donc, je suis ravi de faire ce podcast avec toi, Mirvet. Et puis, donc, alors moi, je suis formation bâtiment travaux publics il y a un certain temps déjà. Et donc, j'ai commencé à faire des projets, mais bâtiments, donc avec la construction de l'université de Marne-la-Vallée, par exemple. Mais j'en avais fait assez peu, puis j'ai assez vite fait des projets plus industriels sur des immeubles de stockage de grande hauteur. Et puis j'ai dérivé de plus en plus. J'ai fini par travailler au Liban sur la reconstruction du réseau téléphonique libanais pendant 2 ans. En revenant, j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans sur la construction de sous-marins, ce qui était quand même déjà assez loin des bâtiments du début. Et puis j'ai fini ma carrière de salarié dans une société pharmaceutique qui faisait des vaccins, où j'étais PMO au début, et puis après chef de projet RH et formateur interne. Ça, c'était déjà il y a presque 20 ans maintenant. Et donc, depuis 20 ans, je suis formateur, consultant en management de projet indépendant, avec 3 niveaux principaux de formation, les fondamentaux, avancés, et puis j'ai une masterclass également pour les chefs de projet très, très expérimentés. Et accessoirement, je suis coach en développement personnel et thérapeute, mais a priori, ça n'a pas de lien direct entre la thérapie et le management de projet. C'est pas la connexion directe et immédiate a priori.
Eh bien, détrompe-toi parce que j'allais justement faire un petit lien par rapport à ton expérience. Merci de nous en dire. En tout cas, on peut voir que tu es parti de la source de la gestion de projet, puisque la gestion de projet est née dans le bâtiment, dans la construction, et puis elle s'est étendue à Mhm. l'informatique et puis à tous les autres domaines. Et puis on voit aussi pour nos chers auditeurs que une expérience en chef de projet, management de projet, elle est applicable et transportable à tous les domaines. Donc, comme tu as fait, les télécoms, le nucléaire, la pharmaceutique. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'expériences dans beaucoup de domaines différents. Je crois que pour Mhm. l'instant, on a comme domaine en commun le télécom. Moi, j'ai travaillé sur les futures lignes de métro du Grand Paris Express. Mais, euh, mais c'est vrai D'accord. que moi, c'est ce que je prends dans cette émission, c'est que quand on a ces connaissances en gestion de projet et qu'on est chef de projet, PMO, on peut travailler dans n'importe quel domaine. Et puis, ça relie un petit peu ta dernière partie qui est thérapeute et développement personnel. Je pense que ce qui nous fait nous empêcher d'évoluer dans notre carrière et peut-être de changer de métier ou bien de décider d'entreprendre une carrière en gestion de projet et puis d'évoluer dans ceci, c'est peut-être un petit peu de développement personnel qui est nécessaire, même si c'est pas le sujet aujourd'hui de la gestion de projetez-vous et de la gestion de projet, mais je Mhm. pense que c'est inhérent à tout être humain et les chefs de projet. D'ailleurs, dans quelques temps, il y a quelques temps, j'ai reçu quelqu'un qui travaillait sur la charge mentale dans la Ouais. gestion de projet. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à l'humain, tous aussi au chef de projet. Donc, merci un petit peu de nous avoir fait part de toute ta palette de métiers. Nous Mhm. retrouverons en lien de cet épisode la masterclass pour ceux qui souhaiteraient justement te contacter, enfin le lien et toutes les informations pour ceux qui souhaiteraient donc travailler avec toi en formation ou bien sur la masterclass et puis pour d'autres projets. Merci en tout cas pour cette idée. Et donc, tu me dis que tu accompagnes beaucoup de chefs de projet, que tu les formes, que ce soit au niveau des fondamentaux en avancée. Et pour toi, quels sont les défis que rencontrent aujourd'hui les chefs de projet et comment cela influence ton approche à toi de la gestion de projet? Alors, il y a l'aspect long terme et court terme. Si on regarde sur le long terme, depuis longtemps, l'évolution du métier de management de projet, et plus particulièrement du chef de projet, c'est parti d'un univers très technique, hein. Historiquement, c'est quand même des ingénieurs, hein, très ingénieurs, voire très, très ingénieurs à la base, qui ont développé les outils et méthodes. Et donc, de plus en plus, on est allé vers l'humain. Et donc, on a commencé par mettre un peu de com, en plus des outils et méthodes, on a commencé par mettre un peu de com, puis un peu de conduite du changement. Et donc, la tendance de fond, et donc la problématique de la plupart des projets, c'est rarement des problématiques techniques, hein, sauf sur quelques projets d'innovation très pointus, mais en général, on y arrive. La question, c'est l'être humain, faire travailler une équipe, faire travailler une équipe et des décideurs et des managers. Donc ça, c'est la problématique de fond. Et sur le court terme, il y a deux éléments qui, en 2024 en particulier pour moi, qui vont impacter les métiers du management de projet. Alors les deux m'intéressent bien, hein. Le premier, c'est l'environnement. On pourra en redire un mot, mais effectivement, l'environnement va s'inviter dans la vie des chefs de projet avec bonheur ou difficulté, mais ça va être quand même quelque chose qui va devenir une composante importante des projets. Je vais y revenir. Et la deuxième composante, qui sera sans doute encore plus impactante, c'est l'intelligence artificielle, qui va de fait pousser, et c'est cohérent avec le début, hein, qui va pousser un certain nombre de PMO à s'orienter vers plus d'humains, de coordination et de valeur ajoutée interpersonnelle, parce que les parties purement techniques vont être plus facilement faites par l'intelligence artificielle en particulier. Et donc ça, c'est des vrais enjeux court terme et de fond qui sont assez cohérents et qui vont dans la même direction, aller de plus en plus vers l'humain. Merci beaucoup pour cette réponse, Tanguy. En tout cas, nous, dans Projetez-vous, moi, dans Projetez-vous et tous mes invités, on a la même tendance. Donc, j'espère vraiment que nos auditeurs vont vraiment prendre cet axe-là. Et c'est vrai que là, les premiers épisodes de 2024 sont vraiment cette tendance. C'est l'intelligence artificielle et l'environnement, et même le PMBOK, quand il est passé à la version 7, il est vraiment tourné vers le chef de projet humain, le PMO humain qui doit
communiquer, qui doit aussi leader les équipes. Donc, bah, c'est une tendance qui s'affirme et qui se confirme. Donc, c'est pour ça que Ouais, absolument. plusieurs de mes invités, et je crois que toi-même aussi, euh, vraiment vont plus pousser les chefs de projet à développer leurs soft skills, leurs compétences interpersonnelles et leur communication plutôt que la compétence technique. Tu as aussi parler d'un aspect très important dont on peut parler aujourd'hui. On est tous des experts techniques à la base, on a tous une casquette technique puisque bah, la gestion de projet elle est de plus en plus enseignée en université, mais c'est vrai que Mm. la première fois où on a un rôle de responsable ou de chef de projet, c'est souvent bah, parce qu'on a été très bon dans un domaine technique et puis bah, Oui. là maintenant on nous demande de gérer des équipes et tout ceci. Et puis, donc, il faut vraiment faire ce switch entre le technique, celui qui met la main dans le cambouis, et puis ben, le chef de projet qui coordonne et qui a du recul et qui a une vision et tout ceci. Donc, merci ben, de l'avoir mis en avant. Mm. Et ben, justement, là, on parle de cette casquette d'expert de technique et qui passe à la gestion de projet en tant que chef de projet. Donc, comment pour toi, ben voilà, moi je suis experte technique, je viens de commencer, je deviens chef de projet. Qu'est-ce que tu me dirais, quelles sont pour toi les étapes clés pour que je démarre mon premier projet avec succès? Alors, on peut regarder sur les deux aspects d'ailleurs, hein. Alors, je rebondis, hein, sur le fait que le management de projet qui était enseigné à l'origine que dans des écoles d'ingénieurs, et pas beaucoup, pas tout le Mm, temps, aujourd'hui est enseigné dans toutes les écoles d'ingénieurs et dans toutes les écoles de commerce et dans toutes les universités. Donc, ce qui fait quand même une vraie différence. Moi, j'ai vécu les différentes étapes. Et donc, pour devenir chef de projet, on peut regarder sous deux angles la façon de réussir son projet. Alors, la première, ce qui est plutôt technique, ça veut dire qu'il faut, en mode classique, hein, j'entends conduite de projet, il faut définir le périmètre de son projet, savoir de quoi on parle, quels sont les budgets, etc. Donc, il faut une note de lancement, une fiche projet. Enfin, voilà, il faut cadrer le projet, c'est la base, c'est le B à bas, c'est le premier pilier de la conduite de projet. Et effectivement, on a quand même du mal à conduire un projet sans savoir de quoi on parle. Après, en mode agile, c'est un peu différent, hein, mais mm, les fondamentaux restent les mêmes. Mais en traditionnel, c'est vraiment clé. Donc, faire la note de lancement avec son sponsor et puis commencer à recruter ses équipes. Après, le vrai facteur de succès, il est là. Mais le vrai facteur de succès auxiliaire aussi important, c'est de réussir à fédérer son équipe. Parce que la performance d'un projet, c'est la performance de l'équipe. Et donc, si une équipe fonctionne pas, et ben, on a beau avoir une belle note de lancement, mm, on va pas aller très loin, enfin en tout cas le chef de projet. Sauf s'il fait tout lui-même, mais dans ce cas-là, on a l'homme orchestre et c'est plus un projet, hein, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est sans doute mm, un truc compliqué à vivre pour tout le monde. Mais à partir du moment où on va faire travailler des compétences ensemble, donc on est dans un projet, il faut réussir son équipe. Et réussir son équipe, ça commence par inclure tout le monde, en faisant en sorte que tout le monde soit important. Donc, en n'ayant pas une posture haute d'expert, par exemple, hein, en évitant de dire je vais vous apprendre comment travailler, enfin, mm. ce genre de choses, ce qui est vrai au niveau managérial aussi, hein. Donc avoir une posture un peu basse, un peu humble, et d'écouter ses équipiers, de les inclure. Et donc, deux enjeux, c'est clarifier son projet et faire démarrer son équipe en incluant tout le monde dans l'équipe. Ça, c'est vraiment les deux enjeux de démarrage. D'accord, ben, merci pour cette réponse. Et oui, ben, nous, on a vraiment, je pense que la première step pour devenir manager ou des choses, ça peut être aussi chef de projet parce qu'on nous apprend justement à ce niveau, être humble, faire bien travailler tous les talents Ouais. ensemble et de la meilleure manière possible. Et effectivement, j'ai vu que tu avais écrit plusieurs livres qui parlent justement de la gestion de projet. Il y en avait un qui était intéressant, qui était par exemple les citations en Hmm. gestion de projet. Ouais. Peux-tu nous parler de ces livres, de ce qui t'a amené à les écrire et des retours que tu en as eus? Ouais, ouais. Alors, ça fait un certain temps maintenant, mais ils sont toujours sur Amazon, hein, enfin, de Mhm. mémoire. Alors, le premier, pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que j'en avais fait un post sur LinkedIn. Le premier, je l'ai écrit parce que j'étais jeune à l'époque, mais j'étais un peu pas tout à fait d'accord avec ma directrice de programme. Donc, moi, j'étais chef de projet ou PMO sur un projet de gestion documentaire.
Et donc, j'ai envoyé promener ma directrice de programme, hein, pour être honnête, de manière assez rêche. Donc, ce qui m'a valu de passer 6 mois au placard, c'est-à-dire dans un bureau sans rien à faire, sans mail, sans mission, sans rien, donc attendre que ça se passe. Donc, comme j'avais un peu de temps, bah, j'ai écrit mon premier bouquin comme ça, quoi. Puis après, il y a eu des rebondissements. Mais... Donc, le guide du chef de projet, la première version, j'en ai fait 3 en tout. La première version, je l'ai écrite comme ça. Et puis, donc, c'était un plaisir que j'ai découvert dans cette circonstance un peu particulière. Euh, j'avais pas raison, enfin, j'avais raison sur le projet, j'avais pas raison sur la façon de le faire, mais en tout cas, ça m'a donné cette opportunité-là. Puis après, j'en ai écrit quelques autres sur les 400 citations du management de projet, les 40 pièges du management de projet. J'ai également fait des ouvrages participatifs avec plusieurs plumes. Donc alors financièrement, c'est pas ça qui fait vivre, hein. Enfin, sauf si on s'appelle, si on écrit Harry Potter, mais c'était pas l'objectif. Par contre, c'est intéressant en termes de formalisation des idées, en termes égotiques, hein, c'est intéressant de voir son bouquin sur les colonnes de la Fnac, quoi. C'est toujours un bon moment dans la vie, quoi, de voir son bouquin. Euh, et puis après, ça fait des retours. Ça donne une crédibilité aussi en termes de consultant formateur à l'époque. Ça donnait quand même une vraie crédibilité sur le fait que j'étais capable de parler du sujet. Et ça me sert encore, hein, quand je fais des formations avec des environnements qui sont très liés à l'écrit. Je pense à des médecins, par exemple. Quand je forme dans les CHU, la première chose que je dis aux médecins, c'est je leur dis j'ai écrit des bouquins. Et comme ce sont des gens qui sont très respectueux de l'écrit, qui font des thèses, ils font des Oui. publications, à partir du moment où j'ai écrit des bouquins, je suis quelqu'un de sérieux, donc ils m'écoutent. Donc ça me sert encore. Ah bon, bah justement, en parlant de cette Ouais, petite expérience que tu as, puisque moi j'ai dit oui, ça s'applique à tous les domaines, la RH, le nucléaire et tout ça. Mais même la médecine, tu interviens auprès de médecins ou c'est ouais, ton... ouais, j'interviens sur des choses assez exotiques, hein. Bah, j'en ai deux dans l'exemple. Je forme au management de projet et à la gestion de conflits. J'avais 2 journées des professeurs de CHU, hein, donc des médecins, des professeurs de sommet dans les CHU en plus, hein. Donc c'est assez particulier, mais c'était enrichissant, on va dire. Et puis je forme aussi des commissaires de police. Puisqu'à Lyon, je suis lyonnais, il y a l'école nationale supérieure de police, et donc j'ai la chance de former les commissaires de police au management de projet, donc avec euh, des responsables de la police judiciaire, des commissaires divisionnaires, des sécurités intérieures, police aux frontières, police scientifique. Donc c'est très marrant. C'est un Bah, des avantages du management de projet, on est partout. bah, c'est très bien, ça conforte l'esprit de mon projetez-vous et de dire que bah, vous pouvez utiliser la gestion de projet dans tous les domaines, dans toutes les carrières et même Ah au ouais, niveau personnel. Donc, bah, je suis contente de te recevoir parce que déjà, tu as la même sensibilité que moi, le même moto que moi, mais en plus, bah, dans ton métier, tu formes à la gestion de projet des métiers qui sont pas du tout en lien direct et auxquels on ne se serait pas attendu à avoir bah, des gestionnaires de projet. Même si moi, dans l'esprit, je pense que bah, tout est projet dans la vie, quoi. Même tenir un ouais. commissariat et tout ça, quoi. Ouais, ouais, non, puis ils ont des projets, par exemple, pour les hospitaliers, quand ils veulent faire une extension d'un IRM, etc., bah, quelque part, ça fait quand même partie d'un projet. Et les commissaires de police, hein, quand ils montent un nouveau laboratoire national de police scientifique, par exemple, ou des choses comme ça, bah, c'est des projets aussi, donc ça marche. Bon, je ne serais pas attendu à les former là-bas de prime abord, hein, mais c'est toujours intéressant. Bon, bah, je vais pouvoir aussi cibler les policiers, les C'est personnes, ça. les soignants, tout ça, leur dire, vous pouvez aussi. C'est intéressant. Il y en a partout, des projets. Il y en a partout. Donc, bah, très bien. Bah, pour toi, quelles sont bah, les problématiques les plus courantes rencontrées par les chefs de projet en matière de gestion de projet? Vu ta vaste expérience et tous tes domaines, je pense que tu dois avoir des problématiques qui sont assez courantes et assez générales, quoi, quel que Ouais. soit le domaine. Alors, il y a plusieurs faces, il y a plusieurs éléments. Là où le chef de projet transpire le plus, quand même, c'est pour trouver les ressources maintenant, Mm. pour la disponibilité des équipiers, quoi, hein. Enfin, c'est vraiment le sujet. Ce qui était moins le cas il y a quelques années, mais maintenant, comme tout le monde est débordé, tout le monde, les ressources sont réduites, il y a des coupes dans les effectifs partout, hein. Donc là, trouver des bons équipiers, c'est déjà pas mal. Puis avoir la disponibilité de ces équipiers, c'est vraiment quand même compliqué, quoi. Donc ça, c'est une vraie difficulté partout.
de budget globalement, hein. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Puis après, les difficultés sont des difficultés humaines, principalement liées au comité de direction, au comité de pilotage, quoi. Mm. Comme je dis toujours, les problèmes d'équipe sont des petits problèmes, on arrive à à les résoudre. Les problèmes de sponsor et de comité de pilotage ou de comité de direction sont des vrais problèmes de projet parce que ça, le chef de projet, il a du mal là-dessus. Donc en général, c'est des problèmes de disponibilité de ressources et des problèmes humains avec le sponsor et le comité de pilotage qui ne prennent pas de décision, qui sous-estiment complètement le projet, qui n'ont aucune culture de projet, Ouais. qui ne comprennent pas pourquoi il faut un comité de pilotage. Enfin, ça dépend Mhm. de la maturité de l'entreprise, mais c'est souvent ça les deux gros sujets, disponibilité et comité de pilotage. D'accord. Bah, pour la disponibilité, je pense aussi qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, où il y a de Ouais. plus en plus de projets qui transforment et il y a plus de gens mobilisés. Par contre, ouais, c'est intéressant ce que tu me dis par rapport au comité directionnel, au comité de pilotage. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a ce manque au niveau de certains exécutifs, managers qui n'ont pas eu de formation en gestion de projet. Ils ont eu quelques formations en management, beaucoup de formations en finance, je crois, plutôt, et tout ça. Donc, qui ne voient pas l'intérêt de la gestion de projet. Je pense qu'ils devraient eux-mêmes être formés juste aux fondamentaux. D'ailleurs, je vais monter une formation pour justement à destination de ces managers parce que au-delà, il faut être convaincu par la gestion de projet pour pouvoir former ses équipes et ses chefs de projet à la gestion de projet parce que tant qu'on n'est pas convaincu, on va pas le faire. Et puis, mais pour l'instant, les chefs de projet qui font face à cette situation, est-ce que tu as quelques petites billes pour eux pour essayer de convaincre leur direction, leur sponsor ou leur manager, les accompagner aussi dans le bon fonctionnement de leur projet? Ouais, alors il y a pas mal de trucs et astuces pour, notamment par rapport à la prise de décision. Par exemple, le fait d'avoir une note de lancement, c'est assez basique, mais le fait d'avoir une note de lancement validée par un sponsor, avec une réunion de lancement, par exemple, hein, ça permet d'engager le sponsor dans le soutien au projet. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont très classiques, mais qui ont leur rôle par rapport à ça. Un autre exemple, par exemple, alors c'est vrai que la maturité des comités de pilotage s'améliore, hein, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait personne qui connaissait ce que c'était un projet dans un comité de pilotage en général. Mm. Dans une PME, j'en parle même pas. Alors, ce qui maintenant est moins vrai, parce que les DSI, par exemple, ont une bonne expertise projet, quand même, en général. Les directeurs R&D aussi ont une bonne expertise projet. Mais il y a quand même beaucoup de dirigeants qui ont une expertise projet très, très faible. Alors, des fois, je fais des formations COMEX, hein, mais ça ne fait pas quand même le plus souvent. Un exemple tout bête, c'est que par exemple, dans les bonnes pratiques de formation projet, on dit qu'il faut prévoir une prévision pour le budget pour les aléas de 10%, enfin entre 5 et 10% en fonction du type de projet. Moi, je dirais mes chefs de projet, ne dites jamais ça en comité de pilotage, quoi. Parce que dès que vous montrez une provision pour aléa de 5 à 10%, ce qu'ils font, ils ont le réflexe aussi sec, ils coupent. Donc, vous Ouais. l'avez dans l'os. Donc, ne le dites jamais. Planquez-le dans le budget. Si vous achetez un équipement, demandez une option qui parle à papa et maman sur l'équipement, qui va vous coûter un certain montant. Ça rentre dans le budget et vous savez que cette option, vous n'allez pas la valider, mais n'annoncez jamais une provision en budget de projet, parce qu'ils n'ont pas la maturité. Un autre exemple, c'est que un directeur industriel qui fait 10 millions de fois la même chose dans l'année, 10 millions de fois le même produit, son péri qui a 3,40 €, son prix de revient industriel, qui a 3,49 €. Donc pour lui, un budget, c'est 3,49 € plus ou moins un centime. Mm. Il est incapable de comprendre, ou il ne veut pas faire l'effort, ou il n'a pas la culture, que quand on fait un budget de projet, c'est plus ou moins 10% en général, quoi. Parce que c'est unique, c'est inconnu. Donc, ça aussi, c'est compliqué à expliquer pourquoi mon budget, c'est 3 millions, plus ou moins 10%, parce que ça fait 300 000. Donc, il dit non, c'est 3 millions, voire plutôt 2 millions 9. Non. Mm. Donc, on va annoncer 3 millions 3, planqués dans les coins, et puis on se débrouillera après, quoi. Donc, ça, voilà, c'est des bons exemples de comment on s'arrange avec la réalité du terrain en face, quoi. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord, hein. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de chefs de projet, de managers pour bien boucler leur budget parce que dès qu'ils ont fait la demande, par exemple, là, on est en début 2024, ils ont bouclé leur budget fin Mm. 2023.
et ils doivent, ils provisionnent pour éviter d'être à court de budget, genre en septembre 2024, par exemple, et Mm. puis de ne pas pouvoir avancer sur le projet parce qu'ils doivent attendre des validations exceptionnelles. Et puis comment convaincre le COMEX que il faut débloquer plus d'argent alors qu'on avait prévu. Donc, c'est vraiment, je pense, une tendance de tous les chefs de projet à gonfler leurs chiffres pour pouvoir avoir une provision. Et c'est souvent cette provision qui sert dans les risques et dans les Oui, pertes, quoi. absolument. Donc ça, c'est vraiment la tendance de fond. Et il n'y a que les chefs de projet honnêtes et un peu naïfs qui se font avoir parce qu'ils sont trop transparents. Donc il faut être un peu retors maintenant, enfin, depuis toujours, mais de plus en plus, quoi. Mm. Ben, merci beaucoup. Tu as parlé tout à l'heure d'un des défis majeurs. On va passer maintenant, je pense, au défi majeur qui est l'intelligence artificielle. J'ai vu quelques posts que tu as écrits. Peux-tu nous Mm. donner des exemples concrets de l'intelligence artificielle dans la gestion de projet? Alors, je suis pas l'expert IA parce que ça demande pas mal d'expertise technique. Par contre, je m'intéresse pas mal. Donc, j'ai pas mal échangé avec Ofolio, qui était d'ailleurs au PMI Days là, à 23, donc avec Cyril en particulier. Euh, et ça fait un moment qu'on échange ensemble. Donc, le, et j'ai aussi la conviction que ça va quand même bousculer pas mal le rôle des projets, et en particulier des PMO. Je pense que c'est eux les premiers ciblés. Les chefs de projet seront moins concernés parce que le but d'un chef de projet, c'est de faire tourner son équipe, c'est faire prendre des décisions coordonnées. Donc ça, l'intelligence artificielle, on ne va pas toujours tout de suite avoir quelqu'un qui fait ça tout bien. Par contre, pour un PMO, moi j'étais PMO, planificateur sur des grands projets, donc je vois bien de quoi ça parle. Euh, L'intelligence artificielle va aider les PMO à aller beaucoup plus vite. Et concrètement, moi quand je suis arrivé dans mon entreprise qui faisait des vaccins, il m'a fallu plusieurs mois pour me mettre dans la compréhension de comment on planifie un vaccin, c'est quoi les étapes, c'est quoi les contraintes. Donc ça m'a demandé un petit peu de temps. Aujourd'hui, si j'arrivais maintenant avec une intelligence artificielle comme support, on va dire, j'irais sans doute 2 fois plus vite pour me mettre dans le bain, Mm. euh, parce que l'intelligence artificielle va intégrer toutes les données qui existent dans l'environnement de planning existant de projet, par exemple, vaccin. Et puis surtout, dans mon quotidien, au lieu de faire des simulations où je me gratte la tête pendant 10 jours pour essayer de faire des choses qui tiennent la route, il va me faire des scénarios en 2 heures qui ne sont pas délirants, donc je vais pouvoir mieux comprendre et aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis, autre élément qui n'est pas inintéressant, c'est que dans des environnements, par exemple, où il y a des contraintes de travail importantes, des salles blanches, par exemple, ou des environnements nucléaires, c'est fait des deux. Faire des plannings, c'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte la disponibilité des ressources, l'expertise des gens, les travail dans des zones, les contraintes de zone, les dosimètres pour le nucléaire, mais des contraintes également dans les zones blanches. Et ça, le cerveau humain, en planification, au bout d'un moment, bah, même avec des fins débuts, des débuts, débuts, et puis des liens ressources, des liens techniques et des liens de taquet entre les zones, c'est un casse-tête, quoi. Et ça, l'intelligence artificielle le fait beaucoup mieux, quoi. Donc, ça va, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a un petit quand même corollaire qui n'est pas négligeable, c'est que si avant j'avais besoin effectivement peut-être de 3 PMO pour faire ce travail-là, demain, c'est possible que ça aille beaucoup plus vite. Donc peut-être que 2, ça suffira, voire un. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est pas du tout anodin. Et le deuxième point, c'est que le PMO, il y a plusieurs niveaux de PMO, notamment décrits dans les PM Books, sur l'opérationnel jusqu'à stratégique. Le PMO opérationnel a quand même du souci à se faire. Il a intérêt à se poser la question de comment migrer de plus en plus vite et de plus en plus fort sur un PMO stratégique avec de la valeur ajoutée sur la gestion d'un portefeuille, sur la priorisation des portefeuilles, Mm. sur amener des scénarios. Et ça, ouais, ça va. Moi, je trouve que ça va quand même super vite. Et je crains, en tout cas, je pense que ça peut avoir un impact important sur les PMO, dans les planificateurs, dans les entreprises, parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup maintenant dans les entreprises, quoi. Donc, il faut qu'ils se posent des questions.
Merci pour cette réponse. Déjà, Ofolio était mes invités, hein, puisque je les ai Excellent. rencontrés un petit peu avant moi, les rencontres 2023. On avait discuté avant. Et puis, au jour où on enregistre l'émission, justement, il parlait de ce casse-tête de la planification. Moi, je pense que c'était vraiment un casse-tête parce que moi-même, j'étais PMO planificatrice sur certains projets. Et aujourd'hui, on finalise le planning à l'instant T. Le lendemain, il y a une nouvelle contrainte qui apparaît. Le Mm. planning est complètement. Et donc, on a validé le planning la veille. Refait. Donc, il y avait cette problématique de réadaptation. Alors que là, avec, par exemple, un outil comme celui d'Ofolio, ça passe plus vite. Et puis, Mm. mais je pense que tu l'as dit et tout ça, les, les entreprises maintenant, euh, elles viennent de commencer à comprendre presque le rôle de PMO en France, hein, parce que nous, en gestion de projet, on connaît depuis longtemps. C'est Et vrai. moi, j'ai eu des missions de PMO, c'était genre super secrétariat, juste du reporting, faire des PowerPoint et tout ça. Et donc, on essaie de faire évoluer, de faire comprendre qu'est-ce que le PMO, il avait d'autres noms avant et tout ça. Et puis Mm. là, il y a une forte demande en ce moment de PMO, mais avec l'intelligence artificielle, il faudra se demander quelle est la place du PMO et s'ils ont un outil déjà qui fait beaucoup de choses que le PMO opérationnel, comme tu dis, faisait, ils vont avoir tendance à utiliser l'outil que d'avoir une personne qui fait toutes les tâches de PMO. Ouais. Donc, Alors après, ce qui est intéressant, c'est que le PMO, si jamais il a la volonté alors, si jamais il dit l'intelligence artificielle, c'est pas pour moi, moi je ne veux pas y aller, etc. Bon, il vaut mieux qu'il soit tout près de la retraite que tout au début, hein, parce que sinon ça va nous poser des problèmes. Mais par exemple, Microsoft Project, qui est quand même un outil de référence en planification, semble prévoir de mettre un assistant intelligence artificielle qui s'appelle Copilot, hein, dans sa bureautique, dans son offre. Donc, ce qui fait que moi, si j'utilise Microsoft, au lieu de transpirer dessus, si j'ai un copilote qui m'aide, je vais pouvoir lui demander directement, fais-moi une simulation de planning ouais. qui intègre une réduction des effectifs ou une réduction des contraintes techniques, etc. Et donc, ça va devenir l'outil augmenté, on va dire, au service du PMO, mais il faut que le PMO s'en saisisse et puis s'en sert pour améliorer son offre et sa valeur ajoutée, quoi. Et donc là, il y a un petit changement. On pourra plus se contenter de demander aux gens de remplir leur planning ou de faire du reporting. Il n'y a plus beaucoup, mais certains encore, j'en ai vu, le font un peu comme ça. En tout cas, pour moi, l'IA, c'est une nouvelle révolution comme l'informatique, comme Ouais. l'Internet et tout ça. Donc, il va falloir adapter nos métiers. Et je pense que c'est toujours les compétences et les soft skills, puisque l'IA prendra de plus en plus de la technique. Donc, peut-être que le PMO sera un nouveau chef de programme ou chef de projet augmenté, quoi. Ouais, et absolument. Et ça va également avoir un impact sur la formation, parce que c'est mon dada, hein, donc mon métier Mhm. de base. Euh, Aujourd'hui, là, je viens de publier un truc sur comme quoi j'ai un GPT formation gestion de projet dans le GPT Store. Et donc, de fait, la formation, avant, on avait Amazon, Google, pardon, donc on trouvait des infos. Maintenant, on a une sorte avec les IA de Google intelligent qui va aller chercher pour que ce soit bien paramétré les bonnes réponses. Et donc, ce qui fait qu'en formation, je l'utilise un petit peu déjà, mais ça va être de plus en plus le cas. Et ce qui veut dire que je vais de moins en moins en formation être en posture de donner du contenu. Il va falloir de plus en plus être en posture de animer, faire travailler les gens ensemble, faire des études de cas, travailler sur des cas réels, parce que le savoir va vraiment être disponible avec une très bonne qualité demain avec l'IA. Donc, on va falloir former différemment, en tout cas, ce qui est déjà le cas, mais encore plus participatif et études de cas. Donc, ça a un impact sur la formation aussi. Et donc, sur Mhm. l'éducation, on pourrait dire aussi qu'au niveau prof, hein, ça va changer leur vie pas mal, mais c'est un autre sujet. Oui, de toute façon, l'information, elle est présente, elle va être encore plus présente avec Oui, l'intelligence artificielle et ce absolument. sera aussi le rôle de formateur qui sera peut-être plus un rôle de mentor. On va en parler Ouais. dans la section suivante. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise.
Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. On parlait justement de cette position de formateur, de mentor, de coach, parce que le métier de formateur avec cette intelligence artificielle continue à évoluer et peut-être est-ce qu'il y a vraiment besoin de formateur et de coach? Et pour toi, tu m'as parlé des cas d'usage et tout ceci. En quoi la formation et le coaching sont essentiels? Alors en fait, d'abord, je vais faire le distinguo entre trois niveaux en fait. Formation, mentoring, coaching en fait. Donc la formation, c'est les formations pour comprendre les outils et méthodes. Donc ça peut être très participatif, mais on est en salle ou en distanciel. C'est la formation telle qu'on l'entend de manière générale. J'ai également une offre, je fais du compagnonnage, mais plus simplement c'est du mentoring. Le mentoring, ça va consister à aider un chef de projet sur le terrain. Euh, en aidant, par exemple, en lui amenant du contenu théorique, mais également du contenu pratique et en travaillant sur son projet. Donc, c'est du travail en tête-à-tête en général, avec pendant 2 heures ou une demi-journée. Et donc là, c'est le mentor qui amène son expertise et son vécu de conduite de projet pour aider le nouveau chef de projet qui vient d'être nommé, parce que des fois, ils n'ont pas toujours une expertise dedans, et donc c'est très appliqué. Et puis, il y a une troisième notion qui est le coaching. Et là, le coaching en développement personnel, c'est on va aider le chef de projet, par exemple, qui a du mal à prendre des décisions. Il va faire un coaching, et là, on va avoir un coach, c'est vraiment dans le sens coaching, développement personnel. On va l'aider à travailler sur son objectif qui est comment je pourrais améliorer ma prise de décision parce que j'ai du mal à prendre des décisions et c'est pénalisant pour l'équipe. Donc là, on va travailler sur ses freins à lui. euh, et c'est plus un questionnement qu'un travail psychologique, on va dire, de développement personnel. Donc on a les trois niveaux, ils sont très complémentaires en fonction du besoin du chef de projet. Et typiquement, je fais moins de coaching maintenant parce que pour des raisons diverses, j'ai arrêté. Mais les trois sont très complémentaires. Formation, mentoring, coaching, c'est tout pour aider le chef de projet, quoi. Moi, je pense que c'était très intéressant ce que tu as dit parce que moi, je pense que j'ai évolué en tant que chef de projet en étant passée par les trois phases. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ma première société, bien sûr, pour avoir des postes à responsabilité, être responsable d'équipe et faire de la gestion de projet, on nous proposait pas mal de formations justement en gestion de Mhm. projet. Donc, c'est intéressant pour avoir les bases, la théorie. Pendant ce temps-là, moi, j'ai eu de la chance, c'est que mon ancienne responsable chef de projet, elle m'a pris sous son aile en tant que mentor et puis elle m'a un peu expliqué les Ouais. ficelles du métier pour que je puisse appréhender le rôle. Et puis après, elle a pris un autre rôle et puis elle m'a laissé la responsabilité de chef de projet. Et puis après, à la fin, le coaching, comme tu dis, moi, ça a été vraiment du coaching pour m'aider à mieux mener mon équipe, à mieux faire ma gestion de projet, mais ça a été aussi plus loin. C'est-à-dire que moi, j'étais aussi team leader comment dire, je faisais des entretiens professionnels, mais c'est aussi quelle va être mon évolution? Est-ce que je veux rester l'expert technique ou est-ce que je veux Mhm.
avoir la carrière dans la gestion de projet. Puis bien après, sûr. pour avoir cette carrière en gestion de projet, comme toi, je pense quels sont, comment y arriver et quels sont les biais. Et donc, passer cette certification PMP pour ma part, ou bien pour d'autres, c'est Prince 2, où il y a tellement de, ou bien celle de l'agilité ou de cela. Et puis, ce sont des décisions et qui peuvent être poussées. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent justement pour poser ces questions-là. Est-ce que la question la plus fréquente d'ailleurs, c'est est-ce que je suis prêt à passer le PMP et j'ai et j'ai des chances de le réussir, hein. Donc c'est là avec un peu de coaching, comme on dit, on leur dit bah, tout est possible. Si tu as Hmm. vraiment envie de PMP et que ça sert ta carrière et ton évolution, bah, bah, lance-toi. Donc bah, je pense que ces trois aspects sont très présents et je pense que tu accompagnes les chefs de projet là-dessus aussi. Les certifications, alors moi, c'est assez utile, hein, quel que soit d'ailleurs, hein, que ce soit effectivement PMP, Prince2, Agile PM ou autre. Ça permet d'avoir une assise théorique et pratique euh, importante. A- voilà. Après, ça donne, c'est une reconnaissance aussi, hein. Professionnellement, en termes de changement de boulot, de carrière aussi, c'est quand même important. Donc, c'est vraiment un bon point. Puis après, chaque chef de projet, ben, en fonction de son développement personnel, de sa carrière, qui va, qui va évoluer. Néanmoins, je recommande de plus en plus à des chefs de projet qui vont en faire un métier, hein, d'avoir une double certification, une certification professionnelle PMP par exemple, mais également d'avoir une certification comme coach en développement professionnel qui va changer la façon de conduire les équipes principalement, hein. Donc ça fait une posture complètement différente. Moi, ça a beaucoup changé ma façon de former, par exemple. Euh, j'ai appris, alors ça ne se voit pas dans notre podcast, hein, mais j'ai appris en me formant comme coach, j'ai appris MTR. Donc je sais faire. Je sais faire, et en particulier quand j'accompagnais, donc quand je faisais l'accompagnement thérapeutique, j'accompagnais des gens qui étaient en post-burnout ou en post-cancer et qui revenaient dans l'entreprise. Donc dans ces circonstances-là, quand je vais dans cette posture de coaching, donc je suis capable de le faire. Euh, alors qu'en formation, je suis quand même plus bavard, mais beaucoup moins que donc je laisse beaucoup plus de place aux stagiaires parce que j'ai fait une formation coaching. Donc les deux compétences professionnelles, projet et puis coaching, développement professionnel, c'est une opportunité à faire si jamais ça se présente. Ben, c'est très bien. De toute façon, nous, on te demande ici de donner et de parler pendant tout le temps de l'enregistrement de Ouais, l'épisode ouais, pour nous ça donner marche. ton, ton expertise. Mais bah oui, pourquoi pas, je pense, hein, pour un chef de projet et même qui veut aller plus loin, devenir manager ou faire avoir des postes beaucoup plus conséquents avec des équipes de 40 ou Ouais, de 30 personnes. Je pense que ça manque à beaucoup de chefs de projet, comme on parle. Par exemple, dans une de mes récentes expériences, j'avais un responsable d'une équipe de 40, mais on ne comprenait pas ce qu'il disait. Il parlait que le jargon technique. Or, il avait ouais, ouais. une équipe de 40 et il devait faire des reportings à la direction. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Et Ouais, donc, ouais. Un autre exemple, j'ai fait une formation là dans un univers assez technique où le directeur de programme, hein, donc qui est quand même plutôt donc avec des chefs de projet dans son équipe, hein, plutôt une bonne carrure. euh, En formation, on a discuté de manière un peu vive parce que lui était persuadé que les décisions, notamment les décisions en comité de direction et autres, se posaient sur des critères techniques. Je lui dis oui, bah oui, mais non. Euh, les critères techniques, c'est une partie de la composante, mais il y a des critères stratégiques, des critères politiques, des critères humains, des critères d'ego, qui font que les décisions ne sont pas prises de manière purement technique. Il avait du mal à en démordre, quoi. Et donc, il avait raison. Techniquement, il a raison, mais comme je dis toujours, les cimetières de projet sont pleins de chefs de projet qui avaient raison, quoi. Donc, l'important, c'est pas qu'il ait raison, c'est que les autres pensent qu'il a raison. Donc oui. là, déjà, ça change un peu la façon de faire. Donc, il y a encore du travail, hein. Ouais. Oui, je pense aussi, hein. Je pense même si on prend l'intelligence artificielle, elle fait tout le travail pour nous. Il y a encore aller défendre son projet et puis aller Oui. parler par rapport à la meilleure solution technique justement pour mener à bien son projet. Ben, merci pour cette première. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples, un ou deux exemples concrets de situations où la formation et le coaching ont fait la différence, on fait un déclic ou on a eu des retours après ceci, après ton coaching ou ta formation.
exemple que j'aime bien citer, parce que c'est un très bon souvenir, puis c'était un très gros projet, c'était la mise en place de SAP dans un grand groupe international. Et puis, pour des raisons diverses, c'est un responsable de finance qui a été nommé directeur de programme, hein, direct. Il n'avait aucune expérience en SAP et aucune expérience en projet, quoi. Donc, il s'est retrouvé comme ça, boum, dans Algeco, qui a monté jusqu'à 80 personnes quand même, hein. Donc, et donc, je fais formation, mentoring, et puis j'ai travaillé également avec l'équipe. Le- et comme il me disait, j'ai peut-être pas bien estimé quand même la difficulté du truc quand j'ai accepté, parce que bah, il connaissait pas forcément, donc il s'est pas bien rendu compte. Euh, et donc là, on voit quand même que ça permet de réussir, de se faire accompagner, former, mentorer. Ça permet de réussir les projets, de faire fonctionner l'équipe sans trop de bugs. Ça donne ses chances au produit, ça donne ses chances au projet, en fait. Après, le gars, il tenait bien la route, il n'y a aucun doute. Il a une équipe qui tenait bien la route. Il avait un sponsor qui tenait bien la route, qui n'était pas commode, mais qui tenait bien la route. Donc, ça a été vertueux. Mais c'est un bon exemple dont je garde un bon souvenir. Je garde des contacts d'ailleurs de projets où on part de zéro et on arrive quand même à mener des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui fonctionnent, quoi. Bah, c'est très intéressant. Là, lui, c'est pas la gestion de projet qui l'a mené à prendre en main ce programme, mais grâce à ça, il a pu mener à bien son projet et en faire une Ouais. réussite. Merci pour cet Ouais, exemple. et puis il a eu une belle évolution de carrière après. Mm. Bah oui, bah ça donne toutes les soft skills et puis la posture, la communication pour pouvoir, maintenant il a réussi à convaincre, je pense, ses supérieurs, les comités Mm. directionnels, il a pu aller avoir d'autres perspectives. Merci beaucoup. Ce qui m'a aussi. Donc, tu parles beaucoup de sponsors et j'ai un autre invité aussi qui arrive qui parlera beaucoup de sponsors. J'aurai un épisode dédié parce que souvent, le sponsor de projet, aujourd'hui, on en parle, nous, puisqu'on est un peu. On a l'habitude d'en parler dans la gestion de projet, mais j'expliquerai dans un prochain épisode ce qu'est un sponsor de projet, Ouais. son rôle et comment il doit être activement, justement, lié au projet. Je le rappelle parce qu'on en avait déjà parlé en début d'épisode. Merci. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la gestion de projet, de la formation et je pense que 2024 commence bien, mais là, l'environnement, tout ce qui est développement durable est un sujet très important et je sais que tu participes à la fresque de gestion de projet. Peux-tu nous en dire plus, nous expliquer comment cette approche est née et comment elle permet aux équipes projet de prendre en compte les enjeux environnementaux? Ouais, d'ailleurs, c'était l'objet, hein, de la présentation R23 là, du PMI, en fait. Donc, je suis créateur de la fresque du management de projet. Je suis fondateur d'un think tank aussi qui travaille un peu sur le management de projet impact. La question, c'est comment les projets peuvent prendre en compte les enjeux environnementaux, hein. C'est un peu ça le sujet. Si on regarde bien, d'ailleurs, tout ce qui pose problème en termes de pollution, en termes de réchauffement climatique, ça a été le résultat d'un projet, hein. Donc, toute l'automobile, toute l'industrie, c'est tous des projets, tout ça. Tout ce qui pollue, c'est le résultat d'un projet. Bon, et de fait, les chefs de projet ne se sont jamais posé la question, ni de près ni de loin, sur les ressources, sur l'utilisation, sur les gaz à effet de serre. Et c'est normal, hein, parce que moi-même, je me posais, j'avais la question. On pourrait regarder quand même, il y a une évolution marrante, hein, c'est que il y a 20 ans, par exemple, si jamais j'étais chef de projet, je disais je travaillais chez Total, ou chez d'autres, mais chez Total qui est bonne emblématique. Si je disais ça le soir de Noël en famille, tout le monde disait ah super, beau projet, belle boîte, bonne paye, enfin tout ce qui va bien. Maintenant, si un repas de Noël, vous dites ah bah je travaille, je suis chef de projet chez Total, je peux vous dire que le repas de Noël va sans doute pas se passer tout à fait de la même manière. Et donc ça, c'est un vrai changement. D'ailleurs, Total a donné un des kits de communication, comment expliquer à sa famille que je travaille chez Total le soir de Noël. Véridique, hein. Donc ça, Et une ouais, douleur. ouais, ouais, bah, donc l'image a quand même sensiblement changé. Et donc l'aspect environnemental arrive dans les projets. Euh, alors les chefs de projet, a priori, ne sont pas concernés pour la plupart, surtout les Français un peu plus, les Américains encore un peu moins. Mais en gros, ils font ce qu'on leur donne et puis après, c'est pas trop leur sujet. Euh, alors c'est faux parce que ça va arriver. De toute façon, alors la question c'est est-ce que c'est contraint ou voulu, est-ce que c'est poussé ou tiré, mais ça arrive. Ça va être comme l'assurance qualité, hein, c'est une image que j'aime bien donner. Pour ceux qui ont vécu l'arrivée de l'assurance qualité dans les entreprises, c'est arrivé par les grosses boîtes. Et les grosses boîtes ont dit, nous, on est ISO quelque chose,
Et donc, on va demander à nos suppliers, à nos fournisseurs, à nos sous-traitants de l'être, parce que ça fait partie du jeu. Et donc, les sous-traitants le sont devenus, et puis les sous-traitants de niveau 2 le sont devenus également, et donc ça s'est répandu comme ça. L'environnement qui consiste à optimiser les ressources, à faire de l'éco-conception, à faire son bilan de gaz à effet de serre, va arriver. Et typiquement, les contraintes aujourd'hui sont que dans les entreprises, on leur demande de faire leur bilan de gaz à effet de serre. On parle de décarbonation. Hein. J'ai vu que ArcelorMittal, qui est un de mes clients, a lancé un grand projet pour décarboner son site de Dunkerque. Donc, c'est quand même pas anodin. Hein. Mm. Et ben donc, à partir du moment où on va demander à des grands comptes de faire ça, de faire leur bilan carbone, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ben, ils vont demander également à leurs sous-traitants et ils vont leur demander à leur directeur de projet de dire le bilan carbone de votre nouveau produit, le bilan carbone de votre projet, c'est quoi? Donc ça va arriver. Euh, donc ça, c'est l'aspect contraint, mais également les chefs de projet peuvent considérer que ça donne un avantage concurrentiel. Par exemple, si j'ai fait de l'éco-conception, mon produit sera peut-être plus concurrentiel qu'un autre fournisseur qui a fait un produit qui n'est pas du tout conçu pour être recyclé ou économiser l'énergie ou se mettre en veille, etc. Et donc, en termes de market, c'est un vrai enjeu également. Et j'aime bien citer la petite anecdote pour finir sur le sujet d'un client. Hein, donc, la fresque du management de projet, c'est comment sensibiliser les acteurs projets aux enjeux environnementaux. En fait. Et donc, j'en ai fait plusieurs. Et un de mes clients a dit on a perdu un appel d'offres. En fait, on n'a même pas été retenu pour répondre à un appel d'offres. Alors, certes, c'était en Norvège où ils sont un peu à la pointe, mais le client était norvégien, parce qu'on n'était pas assez avancé au niveau RSE, développement durable, et on n'avait pas de preuves suffisantes comme quoi on avait une démarche active dans le domaine. Et donc, on n'a même pas été retenu pour soumissionner. Et donc, ça fait un petit traumatisme dans l'entreprise parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce qu'on ne les retienne pas. Ils sont quand même plutôt leaders sur le marché. Euh, et donc, ça fait un petit gestion de crise là. Mais pourquoi on n'a pas été pris? Alors, ce n'était pas le marché du siècle, ce n'était pas le truc emblématique, Mm. mais un petit signal d'alerte. Et c'est ça qui va arriver dans les projets en fait. Ben, enfin, moi, j'ai travaillé, comme j'ai dit, sur le Grand Paris Express et c'est la Société du Grand Paris et j'ai travaillé sur plusieurs appels d'offres, justement. Et Hum, bah, pour un grand groupe, j'ai pas trop envie de parler. Bah, c'est un groupe de télécom d'ailleurs. Et hum, bah, à un moment, c'était ça, le point faible du dossier, c'était bah, l'environnement ou bien ne pas choisir le bon équipement. Des fois, même l'équipement, euh, choisir un équipement plus cher mais écologique. Il y avait vraiment hum. des contraintes bah, dans les installations du Grand Paris, là, des Ouais, métros, il y a une grosse contrainte d'énergie et d'écologie. Et donc, bah, il faut limite avoir des équipements basse puissance ou des choses comme hum, ça. Et si, c'était une contrainte et puis une problématique d'une PME, justement, par exemple, par rapport à un grand groupe, parce que les grands groupes, ils ont tous des chartes d'environnement, ils essayent tous d'avoir une espèce de politique d'environnement et puis ils arrivent à se faire aussi certifier pour les environnements, mais les PME, quand elles répondent à ces appels d'offres, eh oui, ben, moi, j'ai vu se construire la charte de l'environnement d'une entreprise sur très ancien, tout au début par rapport à un appel d'offres, c'est-à-dire que ben, ils ont découvert justement ben, ils avaient des contraintes d'environnement et ils ont, ils ont réussi à construire leur charte d'environnement de l'entreprise par rapport aux contraintes de l'appel d'offres en fait. Je pense que ben, d'ailleurs c'est dans le bâtiment que ça commence, hein, c'est hum. dans la construction maintenant, il y a tellement de contraintes et puis si on fait ben, les appels d'offres publics de l'État, je pense que la première chose qu'ils ont, c'est ça, c'est le RSE. Donc, bah, le RSE, c'est l'environnement, mais c'est aussi l'inclusion sociale, c'est aussi... Oui, ça va avec. ouais. Absolument. Et Donc, donc, c'est tout ce qui est aspect. effectivement, bah, même en France, il y a ces contraintes-là et elles sont bien écrites dans les appels d'offres, hein. Oui, oui, mais ça va s'accentuer. Hein. Et donc, de fait, la loi qui arrive, je ne me rappelle plus le nom de la loi, là, mais qui va améliorer, enfin, encore renforcer cette contrainte. Et puis, donc, il y a des aspects aussi sur lesquels les chefs de projet vont devoir se former. Hein. C'est bien sûr d'être sensibilisé à ça, et puis après de se former à c'est quoi les contraintes réglementaires, quelles sont les amendes éventuelles qu'il y a sur le Mm. respect, parce qu'on parle beaucoup du gaz à effet de serre, hein, mais donc ça, d'ailleurs, c'est un bon sujet de développement, mais il y a également l'eau, hein, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie, l'utilisation. Un autre exemple, on parlait de Total, mais il y a un autre exemple qui là, du coup, me parle bien parce que je suis censé, moi, à la base, faire des autoroutes et des tunnels hein, dans ma formation. L'autoroute Castres-Toulouse, il y a 20 ans, c'était même pas un sujet, quoi. Mm. C'était super de faire une autoroute. C'était bien vu. Mm. Maintenant qu'on voit les oppositions que ça génère, etc., donc là, le chef de projet
l'autoroute Paris-Castres-Toulouse, il ne peut pas dire que l'environnement n'est pas un truc qui impacte les projets, quoi, parce que quand il se retrouve avec une ZAD au milieu de son périmètre, et voilà. Donc c'est ça la réalité, hein, donc, des projets qui est en train d'arriver, quoi. Donc, je ne dis pas qu'il y aura des ZAD partout, mais en tout cas, l'environnement va devenir une vraie composante des projets, J'en ou même suis, que l'IA. j'en suis tout à fait certaine. Merci, Tanguy, pour toutes ces informations précieuses. As-tu des conseils finaux à partager avec nos auditeurs en matière de gestion de projet? Alors, du coup, le conseil que je leur donnerais, c'est de monter son niveau de jeu. L'IA va traiter les aspects les plus techniques faciles, notamment en termes de planif. L'environnement va amener des contraintes en plus. Il y en a déjà pas mal, hein, ça n'y a aucun doute, mais en plus. Donc, monter son niveau de jeu en étant de plus en plus non plus dans la technique et dans l'immobilisme, mais dans l'évolution et en étant de plus en plus orienté vers l'équipe, vers la gouvernance, vers l'aspect stratégique. Donc, c'est une bonne évolution en termes de management de projet. Mais donc, si j'avais une recommandation à faire au chef de projet, au PMO, c'est de monter vers le haut, de donner les moyens en se faisant former, en se développant, en faisant du coaching éventuellement. Mais voilà, donc monter leur niveau de jeu, c'est bien pour le futur. Sinon, ça va devenir un peu plus compliqué, quoi. Parce que les choses vont vite quand même, et ça, c'est Mm. de plus en plus vite. Ben, merci. Quelles sont tes actualités et comment les personnes intéressées peuvent-elles te contacter ou en savoir plus sur toi? Ouais, mais ben, j'ai deux actualités, etc. Pour me contacter, c'est assez facile, il suffit de taper Tengi sur Internet avec 2 N. Sur n'importe quel moteur de recherche, j'arrive tout de suite en tête, sur LinkedIn ou ailleurs, donc ça c'est simple. Sinon sur www.tengi.fr. J'ai deux actualités. La première, c'est que je vais me former en dehors de développer la fresque du management de projet, des formations dans ce domaine environnemental. Je vais me former comme auditeur bilan carbone. Donc, ça, c'est mon objectif du premier semestre, hein, c'est d'être auditeur bilan carbone pour pouvoir transcrire cette chose-là dans les projets, aider les chefs de projet là-dedans. Et puis la deuxième, j'ai monté un GPT formation chef de projet sur le store GPT, donc pour aider les futurs clients. Donc là, je suis également en train de développer ça pour qu'il soit de plus en plus fiable, ce petit robot d'assistance de formation qui répondent bien aux questions qu'on lui pose en termes de management. Donc j'ai un pied dans l'IA et un pied dans l'environnement, ça me semble pas mal pour 2024. Je pense que beaucoup devraient faire appel à toi pour justement passer cette fresque de l'environnement dans leurs entreprises. Et ben, bien, projetez-vous, c'est le podcast justement sur la gestion de projet. Donc, si les auditeurs veulent aller plus loin et puis poser des questions sur la gestion de projet et se former par rapport à tout ce qu'on dit, je pense que c'est très important de se former en gestion de projet. Ben, ils peuvent déjà commencer par ton chatbot GPT justement par rapport à cela. Ben, merci beaucoup pour ces précieux conseils et pour avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Cela a été une interview très instructive pour moi d'abord et puis ensuite pour nos auditeurs aussi. J'espère que c'était un vrai plaisir de partager sur ces différents sujets avec toi, Mirabel. Donc merci pour cette invitation et puis pour ce podcast. Merci, puis j'espère qu'on continuera à échanger au fil de l'année 2024 sur les tendances. Au plaisir de te lire. Merci aux auditeurs du podcast d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. J'ai eu l'honneur donc de recevoir Tanguy aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme vous l'avez compris, je vais essayer d'être beaucoup plus tendance avec les sujets de 2024. Donc, effectivement, l'IA, l'environnement et la prise de décision seront un petit peu les axes de Projetez-vous cette année. Si cet épisode vous a plu, veuillez le partager, le commenter et écouter et noter le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui.
Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvette_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.